Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Imaginez, vous êtes dans un couloir étroit, la lumière est froide, presque clinique. Vous savez qu'un garde patrouille derrière ce mur et qu'une caméra couvre l'angle un peu plus loin. Autour de la table, personne ne parle vraiment. On se regarde, on hésite, on calcule, parce qu'ici, le moindre mouvement compte. Un pas de trop, un bruit mal anticipé, la situation peut vite dégénérer. C'est exactement ce que propose Metal Gear Solid, le jeu de société. C'était un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. Le jeu était édité par Common. Il est signé Emerson Matsuuchi. De nombreux illustrateurs ont participé à ce jeu, vous aurez leur nom dans la description de la vidéo. Mais au-delà de ces informations, ce que le jeu cherche vraiment, c'est de recréer une sensation. Pas simplement rencontrer une mission, mais vous faire sentir ce que c'est que d'être sur le terrain et d'effectuer une infiltration. Dans le jeu, on incarne Snake et ses alliés, avec un objectif très clair, progresser, avancer, s'infiltrer et surtout éviter d'être repéré. Mais si c'est nécessaire, vous devrez affronter ce qu'il y a sur votre chemin. Le jeu crée une dynamique assez unique. On réfléchit ensemble, on anticipe, on ajuste nos plans en permanence. Il y a des moments où tout le monde se retrouve penché sur la map à recréer mentalement les différentes trajectoires possibles, aussi bien des alliés que des gardes. C'est un jeu qui repose beaucoup sur la coordination, sur la lecture du système et sur la manière dont les joueurs arrivent à gérer cette pression collective. On est constamment entre contrôle et perte de contrôle, entre anticipation et réaction. Il y a toujours cette sensation en arrière-plan où le jeu attend la moindre de vos erreurs. Alors prenez une inspiration, baissez le son et essayez de ne pas vous faire repérer. Allez, on va voir comment ça se passe. Après cette première immersion, on va prendre le temps de voir comment tout ça fonctionne concrètement. On va parler du matériel pour comprendre rapidement ce que le jeu met sur la table. On parlera des mises en place qui donnent déjà une bonne idée de la structure des missions. Puis on entrera dans le cœur du système, avec les règles principales, les actions, la gestion de la discrétion, le comportement des gardes, ce qui est vraiment central dans l'expérience. On parlera également des spécificités selon les types de missions. Et enfin, je terminerai par un avis complet, ce que le jeu propose réellement une fois en place et à qui il peut vraiment correspondre. Il n'y aura pas de mise en place des scénarios ou autres pour vous laisser le plaisir de la découverte. J'utiliserai des éléments afin de vous montrer des exemples. Pour commencer le jeu, il est recommandé de commencer par les 2 premières missions de la campagne Shadow Moses. Donc ça, c'est le livret de campagne. Cela vous permet d'apprendre les bases du jeu sans lire le livret de règles. Pour ces 2 missions, seul Snake peut être choisi. Plusieurs joueurs peuvent le contrôler ensemble afin d'apprendre les mécaniques de base. Une fois ces 2 missions terminées, vous pouvez passer aux explications plus détaillées et aux autres missions. Ici, c'est le codec. Pendant une mission, les joueurs peuvent utiliser le codec pour obtenir des informations. Lorsqu'un joueur trouve un numéro sur un élément de jeu, il doit utiliser ce numéro pour consulter l'entrée correspondante dans le livre, afin d'en apprendre davantage. Il est conseillé de rester attentif aux numéros de codec tout au long du jeu, car ils peuvent permettre de découvrir certains secrets. Vous avez aussi un livre de missions VR. Ces missions peuvent être réalisées à tout moment. Elles permettent de débloquer des cartes équipements et sont idéales pour les groupes souhaitant des sessions de jeu indépendantes plutôt qu'une campagne. Dans le jeu, il existe différents types de missions. Les missions d'infiltration. Dans ces missions, les joueurs doivent éviter les gardes tout en accomplissant leurs objectifs. Ces missions sont basées sur la discrétion. Le combat doit être évité autant que possible, utilisé uniquement lorsque cela est absolument nécessaire. Vous avez aussi des missions de boss. Dans ces missions, les joueurs affrontent un boss unique. Une mission est conçue pour être jouée au cours d'une seule session de jeu. Chaque mission indique le nombre de joueurs supportés, ainsi que son temps de jeu estimé. Prenons l'exemple de cette mission-là. Donc ici, vous avez le niveau, le temps de jeu et le nombre de joueurs. Chaque mission comprend également des instructions de mise en place spécifiques et éventuellement des règles spéciales propres à cette mission. Chaque mission précise quel personnage doit être utilisé en fonction du nombre de joueurs. À 1 joueur, la partie doit être jouée avec Snake. À 2 joueurs, il y a Snake et Meryl. À 3 joueurs, tous les personnages, sauf Otacon, doivent être utilisés. À 4 joueurs, tous les personnages sont utilisés. Ce format est utilisé pour toutes les missions afin d'indiquer quels personnages peuvent être utilisés ou doivent obligatoirement être utilisés en fonction du nombre de joueurs. Le but des joueurs est de remplir l'objectif ou les objectifs de la mission. Certaines missions peuvent vous proposer des objectifs optionnels. Ces objectifs permettent d'obtenir des récompenses supplémentaires si les joueurs les accomplissent. Les joueurs échouent immédiatement la mission si une des situations suivantes se produit, même si cela survient au moment où l'objectif final est accompli. Un joueur est tué en action, KIA. Les joueurs n'ont plus de temps, ce qui révèle la carte Game Over. Une condition d'échec spécifique à la mission se produit. N'oubliez pas, certaines missions comportent des règles spéciales qui s'appliquent uniquement à cette mission. Avant de commencer, il est impératif de consulter ces règles. Les règles spéciales prennent toujours le dessus sur les règles standards en cas de contradiction. Certaines missions incluent des jetons d'événements identifiés par des lettres sur la carte. Lorsqu'une figurine de joueur se déplace sur un jeton événement, l'effet correspondant doit être résolu immédiatement. Et cela en consultant la section portant la même lettre dans le campaign book. Si cela se produit au milieu d'une action, le joueur termine son action après avoir résolu l'événement.
Lorsqu'une mission est complétée avec succès, les joueurs doivent suivre les instructions de la section mission réussie. Généralement, cela permet d'obtenir des cartes équipement supplémentaires. Ces cartes sont ensuite ajoutées à la memory box. Elle sert à stocker toutes les cartes équipement débloquées au cours des missions de jeu, y compris celles obtenues dans les VR missions. À la fin de chaque session, toutes les cartes équipement débloquées sont placées dans la boîte mémoire. Ces cartes pourront être utilisées dans toutes les missions suivantes. La map que vous allez construire correspond à l'ensemble de la zone de jeu utilisée pour la mission. Elle est composée de tuiles nécessaires ainsi que de jetons. Vous voyez, j'en ai mis plusieurs, je vous expliquerai au fur et à mesure. Les zones sont des espaces délimités sur la carte. Plusieurs mécaniques du jeu font référence à ces zones. Chaque zone est mise en évidence lors de la mise en place de la mission avec une bordure orange. Je vais vous donner un exemple encore une fois ici. Vous avez également ces plus petites tuiles que vous pouvez rajouter. Elles vont faire partie de la zone à laquelle elles sont connectées. Une zone est considérée comme active si une figurine de joueur s'y trouve ou si le jeton d'un joueur s'y trouve. Chaque mission demande aux joueurs de préparer leur espace de jeu. Vous allez sélectionner les personnages. Chaque joueur choisit un personnage et place son tableau de personnages devant lui. Vous avez 4 jetons action, 4 jetons focus, un jeton attention qui est recto verso. Lorsqu'un personnage a un équipement de départ, vous le prenez, ainsi que les cartes équipements que vous avez mis dans la boîte mémoire. Le tout dans la limite d'équipement autorisée par le personnage. Vous allez mettre les dés à portée des joueurs, ainsi que les différents pions que j'ai mis ici. Les 1, les 5, les 9 pions garde-mort, les pions garde-chaos, les pions de dégâts, et bien entendu, les dés noirs et les dés blancs. Les cartes équipements débloquées peuvent être retirées de la box mémoire et équipées lors de la mise en place. Les joueurs doivent décider ensemble comment répartir cet équipement. Les cartes équipements de départ peuvent être échangées contre n'importe quel nombre de cartes de la boîte mémoire, à condition de respecter la limite d'équipement. Comme je vais vous montrer, certains personnages ont un équipement de départ, qui ne peut être utilisé que par eux. Cela a été indiqué par l'image du personnage au dos de la carte. Lors du choix des cartes équipements depuis la boîte mémoire, ces équipements de départ peuvent être remplacés. Chaque personnage possède une limite d'équipement indiquée sur sa fiche. Certains équipements ont un nombre limité d'utilisation. Si ces symboles apparaissent en haut à droite de la carte, alors, lors de la mise en place, prenez le nombre correspondant de jetons du type indiqué sur la carte. Par exemple ici, je placerai ces 3 jetons-là. Il est parfois possible de récupérer plus de munitions ou de charges, mais le nombre de jetons sur une carte ne peut jamais dépasser la valeur imprimée. Ici, vous avez donc le nom. Ici, l'effet. Ici, le coup d'action. Et ici, un numéro de codec. Certains équipements sont défaussés après une seule utilisation. Si une carte équipement avec des jetons action est défaussée, ces jetons sont rendus aux joueurs. Ils ne pourront pas être utilisés avant le prochain tour. Toutes les missions d'infiltration nécessitent la mise en place du tableau des gardes. Vous placez le tableau des gardes à proximité de la carte. Vous mélangez séparément les ordres rouges et les ordres bleus, définis dans la mise en place de la mission. Vous empilez les cartes bleues au-dessus des cartes rouges pour former le paquet ordre. Vous mélangez le paquet réaction. Vous le placez à côté de la zone indiquée sur le tableau des gardes. Pour les missions de boss, vous n'utilisez pas le tableau des gardes, ni le paquet des gardes, ni le figurine du garde. À la place, vous avez des tableaux de boss spécifiques, des decks spécifiques, et des figurines pour les boss. Je vous en montre une, vous laissez un peu de surprise tout de même. Ces éléments sont placés à côté de la map que vous avez créée. Il est nécessaire de lire en détail les instructions à la mise en place de cette mission, ainsi que le tableau du boss, afin de préparer correctement une mission. Certaines missions de boss utilisent des cartes d'action spéciales. Elles permettent aux joueurs d'effectuer des actions spéciales pendant la mission. Placez les cartes références du boss indiquées dans la mise en place sur la zone mise en évidence de tous les tableaux joueurs. Cela a pour effet de recouvrir les actions des joueurs qui ne seront pas utilisées pendant une mission de boss. Je le mettrai généralement ici. Chaque boss a donc son propre paquet. Vous mélangez ce paquet puis vous le placez à côté de la map. Après la résolution d'une carte boss, elle est placée sous le paquet boss, sauf indication contraire. Les paquets de boss ne sont jamais mélangés pendant la partie. Passons maintenant à quelques concepts de base. Les règles font souvent référence à des éléments adjacents. Cela signifie que les éléments doivent se trouver sur des cases côte à côte. Uniquement de manière orthogonale, jamais en diagonale. L'adjacence ne fonctionne jamais à travers des obstacles, comme des murs ou des portes verrouillées. La principale manière d'interagir avec le jeu est d'effectuer des actions. Chaque joueur dispose de 4 actions par tour. Pour ce faire, il doit placer les jetons d'action requis sur l'emplacement correspondant. Les actions disponibles sont indiquées sur le tableau joueur, sur les cartes d'équipement, sur les cartes d'action spéciales. Les actions avec ce symbole-là sont des actions bruyantes. Un joueur peut effectuer la même action plusieurs fois pendant son tour. Et ici,
vous avez le coût de l'action. Donc l'action de se déplacer, qui coûte 1, c'est se déplacer d'une case. Dash, une action, se déplacer de 2 cases. Attaque au corps à corps, une action, attaquer une figurine adjacente, lancer les dés indiqués, infliger les dégâts indiqués. Une attaque combo, c'est attaquer une figurine adjacente, lancer les dés indiqués, infliger les dégâts indiqués. Se concentrer, c'est placer X jetons action pour réactiver un jeton focus inactif. La valeur de X correspond à son coût de rafraîchissement. Déplacer encore une action, prendre un jeton ou sur la case du joueur ou sur une case adjacente, puis se déplacer d'une case et placer ce jeton dans une case adjacente vide. Interagir, une action, interagir avec un élément de la carte comportant l'icône correspondante située sur la case du joueur ou sur le bord de celle-ci. Ascenseur, porte. Si cette interaction nécessite le lancer de dés, le joueur lance le nombre et le type de dés indiqué. Le symbole que vous retrouvez là et que vous pouvez retrouver sur ces jetons-là. Frapper, attirer l'attention sur la case du joueur. Cela entraîne le placement du jeton attention sur cette case. Si le jeton est déjà sur la carte, il se déplace vers la case du joueur sans changer de face. Entrons un petit peu plus dans le détail des différentes actions de comment tout se passe. Pour le mouvement, tous les déplacements sont orthogonaux, jamais en diagonale. 2 figurines ne peuvent jamais occuper la même case. Si un joueur se déplace vers une case occupée, il peut sauter par-dessus. Sauter par-dessus une ou plusieurs figurines adjacentes compte toujours comme une seule case de déplacement. Par exemple, si je fais cette action-là, je ferai comme ceci. Et donc, je me déplace de 1. Si ici, nous sommes comme cela, je ferai tout de même comme ci, comme cela, et ça me coûterait tout de même 1. Je serais passé par-dessus les 2 figurines. Seulement, si un joueur saute par-dessus une ou plusieurs figurines ennemies, il place ce jeton-là sous sa figurine. Ensuite, chaque ennemi franchi attaque le joueur. Important, la ligne de vue n'est pas requise. Ces attaques sont considérées comme ayant lieu pendant le franchissement. Chaque personnage possède un jeton attention avec 2 faces. Ce jeton est placé sur la map lorsqu'un joueur fait du bruit ou lorsqu'il est repéré par un garde d'une caméra. Selon la phase visible, le comportement des gardes change. Ça, c'est la phase recherche. Ici, nous avons la phase alerte. Plusieurs effets peuvent attirer l'attention sur la case d'un joueur. Lorsqu'un joueur attire l'attention, vous vérifiez son niveau d'attention, puis vous appliquez l'une des 2 situations suivantes. Si le jeton n'est pas sur la map, vous le placez sous la figurine du joueur avec la face correspondante visible, comme ceci. Cas 2, le jeton est déjà sur la carte, déplacez-le vers la case du joueur. C'est-à-dire que si j'étais comme ça, il se déplacerait comme ceci. À chaque fois qu'un joueur lance les dés blancs, si ce symbole-là apparaît, cela attire l'attention vers sa case. Pendant une mission, les joueurs peuvent faire du bruit, volontairement ou accidentellement. À la fin de chaque tour de joueur, s'il y a un garde dans la zone, le joueur lance alors les dés pour chaque jeton action utilisé pour des actions bruyantes. Si un symbole comme ceci apparaît, le joueur attire l'attention sur sa case. Les actions de certaines cartes équipements sont bruyantes. Dans ce cas, le joueur actif doit placer son jeton sous sa figurine après avoir effectué l'action. Vous le placez sur ce côté-là, lorsque c'est bruyant. Dans la plupart des cas, une ligne de vue est nécessaire pour cibler un élément. Pour déterminer si une ligne de vue existe, 2 conditions doivent être remplies. Si la figurine ou le jeton a une orientation, vérifiez s'il est tourné vers la ligne ou la colonne contenant la cible. Donc là, vous voyez, il y a une orientation. Les éléments sans orientation, comme les joueurs ou les capteurs laser, sont considérés comme orientés dans toutes les directions. Donc là, cette figurine-là a une ligne de vue ici. Ici aussi, la ligne de vue, elle existe. Là, ce personnage n'a donc pas de ligne de vue. Ensuite, sinon, imaginez un rectangle reliant les bords extérieurs des 2 éléments. Il ne doit y avoir aucun obstacle dans cette zone. Comme ceci, la ligne de vue existe. Sinon, il y a l'obstacle ici. Si ces 2 conditions sont remplies, la ligne de vue est validée. Une caméra n'a pas de ligne de vue sur sa propre case. Les obstacles sont des éléments qui bloquent la ligne de vue et le déplacement. Ils peuvent inclure des portes verrouillées, des arbres qui seront entourés de rouge, comme ceci, mais à la place, imaginez un arbre, d'éléments entourés de rouge, comme ceci, des murs qui sont indiqués soit par une ligne rouge ou une épaisse bande noire. Si un joueur se trouve dans la ligne de vue d'une caméra ou d'un garde, alors il est immédiatement alerté. Dans ce cas, son jeton correspondant est placé sous sa figurine. Si un joueur commence son déplacement dans une ligne de vue ou traverse une ligne de vue pendant son mouvement, alors il place son jeton correspondant sous sa figurine après avoir terminé son déplacement. Le jeton sous ce côté-là, alerté. Les ennemis sont les gardes et les boss. Leur objectif est d'empêcher les joueurs d'accomplir leur mission. Ils surveillent en permanence les signes d'intrusion. Lors d'une mission d'infiltration, un ennemi devient alerté si un joueur entre dans sa ligne de vue. Les ennemis ont une orientation indiquée par une flèche sur la base de leur figurine. Les caméras
surveillent dans la direction vers laquelle elles sont orientées. Si une caméra détecte un joueur, un jeton ou un autre élément, alors les gardes deviennent alertés ou viennent enquêter. Ça peut également être un garde-mort par exemple. Les caméras regardent une seule direction à la fois. Cela est indiqué par un cône de vision orange ou vert sur le bord du jeton. Ce cône correspond à la couleur visible du jeton d'orientation de la caméra. Les ordres de garde indiquent quand retourner sur le jeton, ce qui modifie la direction de la ligne de vue à chaque caméra, comme ceci, vous voyez. Là, elle regarde en bas. Là, elle regarde par là. Les jetons pièces, face cachée, sont considérés comme orientés dans toutes les directions. Lorsqu'un joueur entre dans leur ligne de vue, ils sont révélés immédiatement. Cas particulier, si une caméra est révélée depuis un jeton piège, elle doit être orientée de façon à ce qu'aucun de ses cônes de vision ne pointe vers un mur. Les capteurs laser. Lorsqu'un joueur entre dans la ligne de vue d'un capteur laser, il place le jeton correspondant sous sa figurine. Jeton alerté. Passons aux attaques. Toutes les attaques sont résolues à l'aide de dés. Avant d'attaquer, l'attaquant doit vérifier que la cible est dans sa ligne de vue. Le joueur lance un nombre de dés indiqué par l'action ou la carte équipement utilisée. Par exemple, sur cette carte, vous le voyez aussi. Pour l'attaque des gardes, le joueur ciblé lance les dés indiqués sur le tableau des gardes. Les gardes attaquent uniquement pendant la phase ennemie ou lorsque le joueur saute par-dessus leur figurine. Pour les boss, le joueur ciblé lance le nombre de dés indiqués sur le tableau des boss, ainsi que les dés supplémentaires éventuels liés aux règles spécifiques ou effets du boss. Les noirs pour les gardes et les boss. Vous allez ensuite, pour la défense, vous allez comparer les dés d'attaque et la valeur de défense de la cible, ici, ou encore là. Pour chaque résultat égal ou supérieur à la défense, un dégât est infligé. Certains effets infligent des dégâts sans aide des attaques, les explosifs ou certains environnements. Dans ce cas, aucun dé n'est lancé, il n'y a pas d'attaquant. Lorsqu'une figurine subit des dégâts, placez des jetons dégâts sur le tableau joueur ou personnage, ou à côté de la figurine si ce sont des gardes. Si les dégâts atteignent ou dépassent la santé, ici ou encore là, la figurine est éliminée. Si c'est un garde, remplacez sa figurine par un jeton garde-mort. Si le joueur est éliminé, il est tué en action et la mission est perdue. Certains effets infligent des dégâts KO. Pour chaque point de dégâts KO, placez un jeton KO à côté de la figurine. Si un garde reçoit des dégâts KO égaux ou supérieurs à sa santé, il est neutralisé. Dans ce cas, remplacez sa figurine par le jeton correspondant, comme ceci. Si un joueur inflige des dégâts à un garde, sans le neutraliser ni l'éliminer avant la fin de son tour, alors l'ennemi devient alerté. Cela peut arriver même sans ligne de vue. Si un boss subit des dégâts KO, ils sont traités comme des dégâts normaux. Un garde neutralisé ignore les dégâts provenant des cartes équipement, ne peut pas être attaqué par les joueurs. Les capacités spéciales sont indiquées sur le tableau des joueurs, certaines cartes équipement, ainsi que pour les boss. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées via le codec. Les jetons focus. Chaque personnage possède un ensemble unique de jetons focus. Un joueur peut utiliser un jeton focus sans coût en le retournant sur sa face inactive. Vous voyez, ils ont deux faces. Certaines cartes équipements sont débloquées en terminant des missions, d'autres sont réservées à des personnages spécifiques. Si une carte affiche le portrait d'un personnage, seul ce personnage peut l'équiper. Là, je vais vous faire le tour de Snake, vous expliquer un petit peu ses capacités, pas vous expliquer tous les personnages pour vous laisser un peu de surprise tout de même. Donc Snake a ses 4 jetons focus. Celui-ci lui permet de relancer un dé. Celui-ci, c'est plus 2 au résultat d'un dé. Ici, si vous lancez un dé de moins ou vous déplacez d'une case. Ici, moins 2 au résultat d'un dé. Et ici, vous avez son habilité spéciale, à savoir pour les dés. Ce symbole-là n'est pas un chiffre, donc il ne peut pas être modifié par les modificateurs. Il peut être relancé grâce à certains effets de relance par contre. Et donc tous les différents personnages ont des équipements de départ qui sont différents, des capacités focus différentes et leurs capacités spéciales qui changent et qui rapportent encore un plus au jeu. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment un tour pourrait se passer pour les joueurs avant d'entrer de plus en détail dans le déroulement d'un round et comment fonctionnent les gardes. Imaginons donc que nous soyons dans cette situation-là. Meryl va utiliser 3 actions pour courir, qui fait avancer de 2 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste une action qu'elle utilise pour se faufiler et rentrer dans cette pièce. Courir est une action bruyante. Elle va donc lancer un dé. Pour chaque action courir, dans ce cas-là, 3 dés blancs. Elle obtient ce résultat-là. Vu qu'elle obtient ce symbole-là, ce jeton est placé sous sa figurine.
Elle a utilisé ses 4 actions. Maintenant, au tour de Snake. Snake effectue une action courir. 1 et 2. Ensuite, il va faire une attaque combo qui coûte 2 jetons d'action. Il dépense donc ces 2 jetons pour attaquer cette figurine-là. Il lance 2 dés blancs et un dé noir, comme indiqué ici, et obtient ce résultat-là. 2 dés sont supérieurs ou égaux à la défense du garde. Comme l'attaque combo inflige des dégâts de KO, le garde subit 2 dégâts KO, et il est KO. Ensuite, Snake va utiliser ce jeton focus qu'il retourne pour se déplacer d'une case. Donc il vient ici, et finalement, il utilise sa dernière action pour se faufiler à cet endroit-là. Comme il utilise l'action courir, il doit lancer le dé, et il obtient ce résultat-là. Rien ne se passe, car ce n'est pas le symbole. Après tout cela, passons maintenant au déroulement d'un round. Chaque niveau se déroule en plusieurs rounds. Chaque round débute par la phase des joueurs, au cours de laquelle les joueurs jouent à tour de rôle, suivi de la phase ennemie. Au début du round, chaque joueur récupère ses pions actions. Ensuite, les joueurs jouent leur tour dans n'importe quel ordre. Cependant, un joueur doit avoir complètement terminé son tour et effectué toutes les actions avant le tour du joueur suivant. Vous pouvez effectuer des actions en plaçant vos pions actions sur les actions de votre plateau personnage, de vos cartes équipements ou de vos actions spéciales. Vous pouvez effectuer la même action plusieurs fois, mais vous devez payer le coût à chaque fois. Certaines actions coûtent plus qu'un pion action. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes vos actions durant votre tour. Je vais vous remontrer le plateau. Ici, vous avez le coût des actions. Et ici, je vous rappelle, c'est des actions bruyantes. Les joueurs ayant effectué des actions bruyantes doivent procéder à un test de bruit à la fin de leur tour. Vient ensuite la phase ennemie. La phase ennemie débute après que tous les joueurs aient terminé leur tour. Son déroulement dépend du type de niveau. Dans les niveaux boss, les joueurs affrontent les boss emblématiques du jeu. Lors d'une phase ennemie d'un niveau boss, vous résolvez le tour du boss comme cela. Vous piochez et résolvez la première carte du paquet en suivant les éventuelles règles supplémentaires du niveau et du plateau. Une fois la carte boss et tout effet supplémentaire indiqué sur son plateau résolu, le tour du boss prend fin. Si ni les personnages ni le boss n'ont été éliminés, vous commencez un nouveau round en débutant par la phase des joueurs. Pour un niveau d'infiltration, vous devez faire preuve de tactique et de discrétion pour atteindre vos objectifs et terminer le niveau. Pour la phase ennemie, d'un niveau d'infiltration, vous jouez le tour de l'ennemi en piochant et en résolvant la première carte du paquet ordre. Ce sont les bleus au-dessus des rouges, bien entendu. Par exemple, on est comme ceci. Vous allez résoudre cette carte. Si vous révélez la carte Game Over, la partie prend fin immédiatement. Vous avez été pris par le temps et vous avez échoué. Autrement, vous résolvez chaque section de la carte Ordre. Dans la phase ennemie d'un niveau d'infiltration, de nombreuses règles et effets mentionnent l'expression zone active. Une zone est active si au moins une figurine ou un pion comme ceci se trouve à l'intérieur. Comment résoudre une carte Ordre? Ceci, c'est le réveil des gardes qui se passe dans les zones actives encore une fois. Vous retirez chaque pion qui est sur 1 et vous générez un garde à la place. Puis vous retournez chaque pion qui est sur sa phase 2 sur sa phase 1. Vous choisissez l'orientation des gardes au moment de les placer. Ils ne peuvent cependant pas faire face à un obstacle comme un mur ou une porte verrouillée. Ici, nous avons le contact radio, encore une fois pour les zones actives. Les gardes font régulièrement leur rapport. Le chiffre indiqué dans la chambrée de chaque zone est l'effectif, ici. Le nombre total de gardes qui devraient patrouiller dans cette zone. Pour chaque zone active, comptez le nombre de figurines gardes. Pour chaque garde en moins par rapport à l'effectif dans une zone active, vous générez un garde sur l'icône télécommande. Ces pions et ce pion-là ne sont pas pris en compte dans l'effectif. Certains effets peuvent générer un garde sur une case spécifique. Vous placez un garde sur la case indiquée, si aucune autre figurine ne s'y trouve. S'il ne peut pas être placé sur cette case, placez-le sur une case adjacente sans figurine. Par exemple, si je dois générer des ennemis ici, lui je le génère là. Si je dois en générer un deuxième, vu que ça ne va pas, je le mets ici. Si aucune case n'est libre, ou s'il ne reste plus de figurines gardes dans la réserve, vous révélez la première carte du paquet ordre et vous la remettez en bas du paquet. Si vous devez générer plusieurs gardes, vous les générez un à la fois. Lorsqu'un garde est généré sur une case comportant un symbole, comme ceci, orientez-le dans la direction indiquée par la flèche. Autrement, vous pouvez l'orienter dans la direction de votre choix. Ici, c'est contact perdu avec toutes les zones. Pour tous les 3 pions, comme ceci, sur le plan, vous révélez la première carte du paquet ordre et vous la remettez en bas du paquet. Et ici, c'est vigilance pour les zones actives. Si un personnage est à 2 cases d'un garde sans obstacle entre les deux, vous placez ou déplacez votre pion sous la figurine de votre personnage. Si votre pion est déjà sur cette face-là, rien ne se passe. Ici, c'est la section des caméras. Ignorez cette section si la map ne comporte aucune caméra. S'il en comporte, un symbole indique si le pion orientation des caméras doit être retourné ou non pendant la phase ennemie. Donc vous voyez,
S'il est sur cette face-là, vous le retournez comme ceci, et sinon, sur l'autre face, pour simuler le mouvement des caméras. Et la troisième section est la section pour activer les gardes. Vous activez les gardes dans toutes les zones actives, en commençant par la zone la plus proche du pion priorité. Lorsqu'un garde est activé, il devient le garde actif, et effectue diverses actions selon s'il y a un personnage dans sa ligne de vue, s'il se déplace sur une case avec un pion, et son mode actuel. Le pion priorité est placé hors de la map. On représente le coin supérieur gauche. Quelle que soit la place des joueurs autour de la table et l'angle sous lequel ils regardent la map, ce pion sert de référence pour vous repérer. Les gardes sont actifs dans cette zone, dans l'ordre indiqué sur le pion, de gauche à droite et de haut en bas. Maintenant, nous allons voir comment les gardes s'activent. En premier, vous allez vérifier sa ligne de vue et ses réactions. Important à savoir, le garde actif interrompt son déplacement après avoir attaqué un personnage, après avoir résolu une réaction ou lorsqu'il n'est plus en mesure de se déplacer. Vous allez vérifier si un personnage se trouve dans la ligne de vue du garde actif. Si c'est le cas, vous placez le pion sous la figurine, s'il n'y est pas déjà. Si plusieurs personnages se trouvent dans la ligne de vue du garde actif, ce dernier attaque le personnage le plus proche. Ensuite, vous vérifiez les réactions. Dès que le garde actif se trouve sur un de ses pions, vous résolvez une réaction. Il se peut qu'un garde actif ait à résoudre une attaque et une réaction en même temps. Dans ce cas, vous résolvez toujours l'attaque en premier. Il va falloir déterminer le mode du garde. Vous vérifiez les conditions pour déterminer son mode. Si un pion est dans sa zone, il est en mode alerte. Si le garde actif n'est pas en mode alerte, et qu'il est le garde le plus proche, ou le plus proche à égalité d'un de ses pions, ou bien qu'un de ses pions se trouve dans sa ligne de vue ou dans une caméra dans sa zone, il passe en mode recherche. Si le garde actif n'est ni en mode alerte, ni en mode recherche, il est en mode patrouille. La partie basse de la carte indique le nombre maximum de cases qu'un garde peut parcourir, à moins que son déplacement ne soit interrompu. Ce qui se produit s'il se déplace sur une case avec les plans que je vous ai déjà montrés. Si aucune case n'est libre sur le chemin le plus court, ou si un personnage entre dans sa ligne de vue. Si le garde actif est en mode alerte, vous vous référez au chiffre rouge. Sinon, vous vous référez au chiffre bleu. Si un garde est bloqué face à un obstacle, comme un mur ou une porte verrouillée, on va dire comme ceci par exemple, tournez-le vers la case la plus proche de son orientation actuelle qui n'est pas bloquée. Si plusieurs cases remplissent cette condition, tournez-le dans le sas indiqué par la flèche sur la carte ordre. Le chemin le plus court est une notion très importante dans le jeu. Dès qu'un garde doit se déplacer vers une case, ou s'il faut calculer une certaine distance, vous devez toujours déterminer le chemin le plus court. Le chemin le plus court entre deux cases du plan est celui qui emprunte le moins de cases sans passer par un obstacle, comme un mur ou une porte verrouillée. Les gardes peuvent traverser les autres gardes. Parfois, plusieurs chemins peuvent remplir cette condition. Dans ce cas, le chemin le plus court est celui qui requiert le moins de tours pour être parcouru. Si plusieurs chemins remplissent ces deux conditions, décidez ensemble du chemin à emprunter. Dès qu'un garde actif doit se déplacer sur la prochaine case du chemin le plus court vers sa destination, tournez-le vers cette case. Le garde empruntera uniquement ce chemin, y compris s'il doit traverser d'autres gardes. Si aucune case n'est libre sur ce chemin, il doit interrompre son déplacement. Prenons un exemple. Ce garde est activé, car le pion alerte est sur cette face-là et dans sa zone. Il passe donc en mode alerte. Il tente de se déplacer vers cette case. Il avance de 2 cases, puis tourne à gauche. La prochaine case est occupée par un garde. Le garde actif vérifie s'il peut le traverser. Mais derrière le garde se trouve Snake, qui occupe la seule case du chemin le plus court vers le pion. Les deux figurines ne peuvent pas occuper la même case. Le garde actif ne peut donc pas traverser l'autre garde. Il interrompt à ce moment-là son déplacement. Les gardes, comme je vous disais, peuvent traverser d'autres gardes, mais ils ne peuvent pas traverser les personnages. Si le garde actif rencontre un autre garde, il doit vérifier s'il y a une case libre derrière ce garde, tout en suivant les règles de déplacement de son mode actuel. Après avoir traversé un ou plusieurs gardes, le garde actif doit être orienté dans la direction opposée à la dernière case traversée. Même si un personnage entre dans sa ligne de vue, un garde en train de traverser d'autres doit finir de les traverser. À la fin de son déplacement, le garde actif doit toujours faire face à la prochaine case du chemin le plus court, sauf si un joueur est dans sa ligne de vue. Si un garde fait face à un obstacle comme un mur ou une porte verrouillée, il doit trouver un autre chemin. À la fin de son déplacement, si personne n'est entré dans son champ de vision, le garde n'est plus actif. Si le garde actif ne peut pas continuer son déplacement dans sa direction actuelle, ou s'il termine sur une de ces cases, il doit trouver un autre chemin. Pour cela, il tourne dans un sens ou l'autre pour faire face à une direction lui offrant au moins une case inoccupée sur laquelle il pourra se déplacer. Si plusieurs cases remplissent cette direction, il suit la direction indiquée sur la carte.
jusqu'à faire face à un chemin qu'il peut emprunter. S'il fait un tour sur lui-même sans trouver de chemin, le garde n'est plus actif. S'il y a au moins un pion dans sa zone, le garde actif est en mode alerte. Il se dirige vers la case du pion le plus proche dans sa zone en empruntant le chemin le plus court d'autant de cases qu'indiqué sur le chiffre rouge de la carte ordre. Prenons un exemple. Ce garde est activé car dans sa zone, il se trouve ce pion. Il passe donc en mode alerte. Le pion de Snake est le plus proche. Le garde se déplace donc de 5 cases. 1, 2, 3 et 4 pour l'instant. Car d'abord, il se retourne et avance d'une case. Puis, comme les autres gardes se trouvent sur son chemin, il s'assure qu'il y a bien une case libre derrière eux. Il passe à travers les deux gardes et une fois dans l'angle, il se tourne vers la prochaine case. Lorsqu'il arrive sur cette case, Snake arrive dans son champ de vision. Le garde interrompt donc son déplacement et attaque Snake. Pour le mode recherche, s'il est le garde le plus proche, ou le plus proche à égalité d'un pion sur cette face-là, ou bien qu'un pion KO ou celui-là se trouve dans son champ de vision, ou celui d'une caméra dans sa zone, le garde actif passe en mode recherche. Il se dirige vers la case du pion, comme ceci, le plus proche dans sa zone. S'il en est le garde le plus proche ou le plus proche à égalité. En se déplaçant sur le chemin le plus court d'autant de cases qu'indiqué par le chiffre bleu sur la carte d'ordre. Autrement, il tente de se déplacer vers un de ces pions ou un de ces pions-là, le plus proche dans son champ de vision, ou dans celui d'une caméra dans sa zone de la même façon. Ce garde-là est activé et passe en mode recherche. Bien que ces deux pions se trouvent dans sa zone, il n'est pas le garde le plus proche d'aucun de ces deux pions. Cependant, il y a un pion comme ceci dans son champ de vision. Il doit donc se déplacer vers celui-ci, sur le chemin le plus court, de 4 cases, comme indiqué sur la carte ordre. Il parcourt une case, avant de tomber sur 2 cases occupées par des gardes. Comme il y a une case libre derrière eux, il traverse et atteint ce pion-là. Bien qu'il se soit déplacé de 2 cases sur 4, il interrompt son déplacement immédiatement en arrivant sur la case de ce pion-là. Il va résoudre une réaction. Comme il a interrompu son déplacement face à un mur, le garde doit trouver un autre chemin. Il tourne donc à gauche, et Snake entre dans son champ de vision. Le joueur place donc le pion, se place là, en dessous de sa figurine. Ensuite, le garde va attaquer Snake, et après quoi il ne sera plus actif. Il n'est ni en mode alerte, ni en mode recherche, le garde est en mode patrouille. Un garde en mode patrouille ne se déplacera pas vers une case en particulier, mais patrouille dans sa zone, à la recherche de tout signe d'intrusion, en se déplaçant d'autant de cases qu'indiqué par le chiffre bleu de la carte. Il se déplace tout droit tant qu'il peut. S'il rencontre un obstacle, comme un mur ou une porte verrouillée, ou qu'aucune case n'est libre face à lui, il doit trouver un autre chemin. Sur ces symboles-là, à n'importe quel stade de son déplacement, le garde se tourne vers la direction indiquée et continue son déplacement. Sur ces symboles-là, si son déplacement n'est pas terminé, le garde ignore le symbole et ne tourne pas. Si son déplacement est terminé et qu'il n'a aucun personnage dans son champ de vision, le garde doit trouver un autre chemin. Les gardes ignorent les symboles comme ceux-ci, qui sont recouverts par un pion porte verrouillé. Prenons un exemple. Ce garde-là est activé en mode patrouille, car malgré ces 2 pions, dans sa zone, il n'est pas le garde le plus proche d'un de ces pions. Ce pion-là, bien qu'étant adjacent, n'est pas dans son champ de vision. Il tente donc de se déplacer d'autant de cases indiquées par le chiffre bleu. Le garde doit chercher un autre chemin avec une case libre lui permettant de continuer son déplacement en mode patrouille, en traversant les autres gardes. Puisque c'est le cas, il tourne à gauche en arrivant sur la case du premier garde, comme s'il trouvait un angle. Comme il rencontre plusieurs gardes, il vérifie s'il peut les traverser. Normalement, il devrait les traverser et tourner à gauche. Mais comme Snake bloque le passage et qu'aucune autre case n'est libre, il ne peut pas. Le garde doit donc chercher un autre chemin avec une case libre lui permettant de continuer son déplacement en mode patrouille en traversant les autres gardes. Puisque c'est lequel tourne à gauche. En arrivant sur la case du premier garde, comme s'il tournait à un angle. Il poursuit son déplacement en mode patrouille jusqu'à ce que le pion de Merrill entre dans son champ de vision. À ce moment-là, il effectue une réaction et arrête son déplacement. Le garde attaque le personnage le plus proche dans son champ de vision, celui qu'il peut atteindre par le chemin le plus court. Vous lancez 2 dés noirs, comme indiqué ici. Le personnage subit un dégât pour chaque dé dont le résultat est supérieur ou égal à sa valeur de défense. Vous indiquez les dégâts en plaçant des marqueurs sur le plateau personnage. Lorsqu'un personnage subit un nombre de dégâts égal ou supérieur à sa valeur de vie, il est considéré comme tué au combat, et les joueurs perdent immédiatement la partie. Après avoir résolu l'attaque, vous vérifiez si le garde se trouve sur un de ses pions. Si c'est le cas, il faut résoudre une réaction. Vous piochez la première carte du paquet réaction, et vous suivez les instructions relatives à chaque pion, une à une, de haut en bas, jusqu'à ce qu'il ne reste aucun pion sur sa case.
ou qu'il se déplace sur une autre case à cause d'un effet de la carte réaction. Une fois les réactions résolues, le garde actif interrompt son déplacement. Après que tous les gardes d'une zone active aient été activés, passez à la zone suivante. Une fois que tous les gardes de toutes les zones actives ont été activés, la phase ennemie prend fin et une nouvelle phase des joueurs débute. Donc voilà pour les règles de Metal Gear Solid. Avant de passer à mon avis, si vous avez apprécié la vidéo, si cela vous a permis de mieux comprendre le jeu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide toujours la chaîne, ça me permet de continuer à proposer ce genre de contenu, ça permet à la vidéo de vivre, et c'est grâce à vous que la chaîne grandit. D'ailleurs, je tenais à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, passons à mon avis. Quand on découvre Metal Gear Solid, le jeu de société, il y a quelque chose d'assez clair qui se dégage des premières parties. Le jeu essaie de reproduire une sensation, et cette sensation, c'est celle de l'infiltration. On n'est pas dans un jeu où ça parle fort, où ça s'excite, où les décisions sont rapides. Au contraire, le jeu installe une forme de silence. Les joueurs observent, prennent le temps, discutent à voix, on regarde les lignes de vue, on mesure les distances, on anticipe les déplacements des gardes. Il y a presque quelque chose de tendu dans la manière dont chacun attend son tour, comme si on ne voulait pas faire d'erreur. La tension s'installe doucement et elle repose beaucoup sur la peur de mal faire. Parce qu'ici, une mauvaise décision ne se rattrape pas facilement. Faire trop de bruit, se retrouver dans une ligne de vue, mal gérer son positionnement, ce sont des choses qui peuvent déclencher une réaction en chaîne assez brutale. Et c'est là que le jeu change le rythme. Ce qui était jusque-là maîtrisé peut devenir chaotique en quelques instants. Le rythme global est d'ailleurs très marqué. Le tour des joueurs sont posés, réfléchis, presque méthodiques. On planifie et on optimise ces 4 actions, on cherche la meilleure séquence possible. Ensuite, la phase ennemie arrive. Les cartes dictent ses comportements, les gardes avancent, réagissent, attaquent. Il y a une forme de rigidité dans cette phase, mais elle sert aussi à créer la pression. On sait que le système ne va pas s'adapter à nous, qu'il faut composer avec lui. La cohérence entre le thème et les mécaniques est grandiose. La ligne de vue, les bruits, les modes de garde, les déplacements contraints viennent directement soutenir l'idée d'infiltration. On ne joue pas juste à éviter des ennemis, on joue à ne pas être vu, à ne pas laisser de traces, à manipuler l'environnement. Dans ce sens-là, le jeu est très fidèle à ce qu'il veut représenter. Les décisions importantes tournent autour du timing et du positionnement. On va chercher à éviter les erreurs. Est-ce qu'on avance maintenant ou est-ce qu'on attend un meilleur moment? Est-ce qu'on accepte de faire du bruit pour gagner du temps? Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on va se grouper? Ce sont des choix simples en apparence, mais qui prennent du poids dans le contexte du jeu. Il y a aussi une vraie dimension collective. Même si chacun contrôle son personnage, les décisions sont rarement individuelles. On discute beaucoup, on planifie ensemble, on essaie d'optimiser les tours. Le jeu pousse naturellement à la coordination, et c'est souvent là que ça devient intéressant. Quand tout le monde est impliqué dans la réflexion, l'expérience est extrêmement riche. Le jeu demande un peu d'investissement. Les règles sont nombreuses, parfois très précises, et certaines situations demandent de bien comprendre plusieurs éléments en même temps. Il y a une vraie courbe d'apprentissage, et les premières parties peuvent être un peu hésitantes. Le mode VR sert aussi à ça. Mais une fois les bases assimilées, tout est remarquablement fluide. Le jeu reste exigeant, mais il devient plus lisible. On commence à mieux anticiper, à mieux comprendre les réactions du système, et à jouer de manière plus naturelle. C'est un jeu qui demande du temps, mais qui récompense cet investissement. La jouabilité est énorme, entre les campagnes, les mondes VR, le fait de vouloir refaire les scénarios pour encore mieux les réussir. Tout cela renouvelle grandement l'expérience de jeu. Rejouer une mission pour mieux l'exécuter, pour faire moins d'erreurs, pour optimiser ses actions. Tout ça fonctionne particulièrement bien. C'est un jeu que je conseillerais aux joueurs qui aiment les jeux réfléchis, un peu exigeants, où l'on prend le temps de comprendre et d'optimiser. À ceux qui aiment Metal Gear Solid sans hésitation. Des joueurs qui apprécient l'attention discrète, la planification et la coopération. Au final, Metal Gear Solid, le jeu société, est un excellent jeu, une excellente surprise. Il propose une expérience unique. Ce n'est pas un jeu qui cherche à plaire à tout le monde, mais il a une vraie cohérence dans ce qu'il propose. Il est élégant, précis et exigeant. Il peut offrir une expérience immersive et tendue, très fidèle à l'esprit d'infiltration qu'il cherche à recréer. Donc voilà pour cette vidéo, et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!